Sophie Oconi nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Sophie Oconi. Je suis vraiment désolée. Ah mais c'est le trafic, ça a été dur, on imagine. Oui, un peu stressant, mais bon, ça y est, je suis là, c'est le principal. Eh bien écoutez, vous êtes là, on va pouvoir commencer avec vous. Je vous le disais, on va revenir avec vous sur votre carrière, mais également sur l'actualité politique. Nous reviendrons sur les gilets jaunes, l'affaire Benalla et encore d'autres sujets que je n'ai déjà que trop mentionnés. On va commencer directement cette émission avec Camille Garcet. Camille Garcet, je vous passe la main d'abord pour en apprendre un peu plus sur vous. Sophie Oconi, je vous disais, vous êtes députée UDI de la 3e circonscription de l'Indre-et-Loire. Mais qui êtes-vous réellement, Camille Garcet? Bonsoir Antoine Lermite, bonsoir Sophie Oconi. Eh bien écoutez, qui vous êtes réellement? Je vais vous dire ça d'une manière un peu particulière. Lucas Pierre, vous pouvez y aller. Devant moi ce soir, Sophie Oconi, vice-présidente du parti de l'UDI, libérale en politique, et ça depuis toujours. Vous faites une école de commerce dans la ville de Tours, décrit comme une femme aux 1001 combats. Si vous voulez mon avis, c'est plus aux 1001 contrats. Il faut le dire, votre CV est impressionnant. Immobilier, entreprise politique, tout est dedans. La politique justement, parlons-en. Soutien total aux gilets jaunes. Tiens, étonnant, vos électeurs sont plutôt contre le mouvement dont vous mesurez vos propos, et ça se comprend. Au fil de votre carrière, on vous donne bien des surnoms. On vous appelle l'emmerdeuse pour plusieurs raisons. Vous êtes celle qui fait tomber Marisol Touraine. Après 10 ans au pouvoir, vous mettez fin à son règne. On vous appelle la tombeuse pour votre victoire. Mais votre dernier surnom est beaucoup plus rasoir. La lâcheuse, alias Sophie Oconi. Tout ça pas parce que vous voulez déjà quitter votre mairie. À peine élu député que vous voulez déjà partir. La politique de Macron vous fait plus que raidir. Impuissante, à 2 doigts de laisser tomber. Du coup, pourquoi devenir maire dans la ville d'à côté? Beaucoup d'espoirs se sont alors envolés. Vos électeurs grondent et crient de s'être fait voler. Encore en réflexion, Sophie Oconi répondra à des questions. C'est pour ça que vous êtes ici. Hey. Bravo. Merci. Bravo. Camille Garcet qu'on a retrouvé. Donc merci Camille Garcet. Vous savez que Grand Corps Malade est originaire de Perrusson-les-Loges, qui est une commune sur ma circonscription où habitent ses parents, que je rencontre régulièrement, et il a qu'à bien se tenir. Bah, écoute, ça fait très plaisir. Le message est passé, le message. Merci Camille Garcet. Fréquence ESJ. Sophie Oconi, on va continuer d'en apprendre un peu plus sur vous, d'apprendre à mieux vous connaître avec Lucas Pierre qui a quelques questions à vous poser pour apprendre à mieux vous cerner. Bonsoir Antoine Lermite, bonsoir Sophie Bonsoir, Oconi. Vous êtes d'abord cadre consulaire à la territorialité à la Chambre de commerce et d'industrie de 1993 à 2006. En 2002, vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce et de management. En 95, vous adhérez au parti démocratie libérale en tant que militante, c'est bien ça? Oui. Pour l'instant, je me trompe pas. Puis en 2008, vous rejoignez le Nouveau Centre et entamez votre carrière politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer une carrière politique, Sophie Oconi? Je suis arrivée en Touraine, originaire de la région parisienne. Je suis arrivée en Touraine ne connaissant aucune personne à Tours. Donc j'ai adhéré à un certain nombre de mouvements comme la Jeune Chambre économique. Et puis assez naturellement, j'ai souhaité m'investir dans ma ville, dans la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire? Faire en sorte de pouvoir proposer un certain nombre d'initiatives sur la ville de Tours, plutôt que de râler, c'était dire à un maire qu'on n'était pas d'accord, mais en contrepartie proposer des alternatives. Et ça a été l'idée de construire un projet pour la Touraine de demain. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait que vous rejoignez le nouveau centre? En fait, entre les 2 tours, lors du premier tour entre Nicolas Sarkozy, pardon, je suis un peu stressée encore, hein, et Ségolène Royal, voilà. Tout ça. Et Ségolène Royal, lorsque Monsieur Bayrou a souhaité soutenir Ségolène Royal, Hervé Morin a lancé le Nouveau Centre pour soutenir Nicolas Sarkozy, ce qui était plus dans mes valeurs. Et donc assez naturellement, j'ai souhaité accompagner la démarche de Hervé Morin. Le 18 septembre 2012, Jean-Louis Borloo fonde l'UDI, notamment à vos côtés. Oui. Vous faites partie des fondateurs. De Simone Veil. Vous faites partie des fondateurs du parti politique. Oui. Pourquoi est-ce que vous quittez le Nouveau Centre pour fonder l'UDI? En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le Nouveau Centre, la FED, la Fédération Européenne des Démocrates, le Parti Radical Valoisien de Jean-Louis Borloo, mais également l'Alliance centriste de Arthuis, mais également la Gauche moderne de Bockel,
tout le monde a souhaité se réunir autour d'un projet commun. Donc je n'ai pas quitté le nouveau centre, mais j'ai rejoint Jean-Christophe Lagarde à travers la démarche de l'UDI. Vous êtes donc vice-présidente de l'UDI aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter de plus au parti qui n'existe pas encore ou qui se développe aujourd'hui peut-être ? Alors il existe, on a de nombreux, une force parlementaire importante et une force d'élus locaux extrêmement importante aussi. Donc le parti existe. Maintenant, il faut que nous incarnions ce parti, notamment à travers la campagne des européennes, dont on va parler, je crois, tout à l'heure. Oui. Mais j'ai le sentiment que, à travers le scrutin des européennes, nous allons pouvoir incarner un modèle politique pour l'Europe qui soit à la fois social, citoyen, protecteur, bref, une Europe que nous incarnons depuis toujours. Schuman et Monnet étaient issus du centre. Donc là, en ligne de mire, il y a vraiment les européennes. Oui, alors c'est-à-dire que l'UDI porte un certain nombre de valeurs, surtout dans tous les sujets, c'est-à-dire y compris les sujets français, mais je pense qu'on va pouvoir incarner cette UDI à travers la candidature de Jean-Christophe Lagarde comme tête de liste. Nous allons pouvoir incarner nos valeurs, les valeurs de l'histoire de l'Europe, les valeurs de Schuman et Monnet, je le disais tout à l'heure, de Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi de Jacques Barrot, qui a été commissaire européen, mais aussi Simone Veil, qui a été une grande femme de l'histoire européenne. Donc nous allons incarner les valeurs qu'on a toujours portées à travers le prochain scrutin et la tête de liste de Jean-Christophe Lagarde. Et au sein de l'UDI, vous êtes membre de la Commission nationale d'investiture et du comité exécutif, mais vous êtes aussi délégué national aux droits des femmes. Alors je voudrais simplement faire une petite parenthèse sur la Ligue du LOL, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tout à fait. Alors pour nos auditeurs, voilà, c'est un groupe Facebook actif de 2009 à 2012, très actif à ce moment-là, accusé d'avoir mené des campagnes de cyberharcèlement qui auraient principalement visé des femmes. En janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, souhaitait une levée totale de l'anonymat sur Internet. Est-ce que c'est vraiment la solution contre le cyberharcèlement, de retirer entièrement l'anonymat sur Internet? En tout cas, je pense que sur des dérives comme celle-ci, ça a fait énormément de dégâts sur les personnes qui en ont été victimes. C'était effectivement des journalistes issus de journaux extrêmement ayant une très grosse notoriété. C'est Libération, Inter. Des journaux nationaux, oui, absolument. Oui, c'est et qui ça. ont depuis quitté leur rédaction, qui ont été qui ont été mis à pied de façon temporaire pour le moment. Donc on va suivre ça. Mais je pense qu'effectivement, sur des dérives comme celle-ci, il faut que nous ayons les outils qui nous permettront de relever l'identité de ceux qui en sont à l'origine et de sanctionner de façon extrêmement importante ce cyberharcèlement. Merci Sophie Oconi. Merci Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Sophie Oconi, vous êtes membre de la commission développement durable. Il y a quelques jours, on découvrait que le gouvernement comptait supprimer l'objectif de réduire par 4 les émissions de gaz à effet de serre inscrit dans la loi depuis 2005. Tout ça pour aller vers la neutralité carbone. Lucas Pierre a quelques questions à vous poser à ce sujet. Alors tout d'abord, est-ce que vous soutenez la volonté du gouvernement de ne plus fixer de chiffres précis quant à la réduction de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais plutôt de viser une neutralité carbone ? C'est-à-dire que, a priori, la neutralité carbone, c'est zéro émission de gaz à effet de serre. Donc, si vous soutenez le gouvernement dans leur démarche, du coup ? C'est pas très clair. D'abord, ça se fait de façon assez peu transparente. Voilà. Donc, c'est toujours inquiétant quand les choses ne sont pas faites dans la concertation. Qu'est-ce que ça peut cacher ? Et l'échange. Qu'est-ce que ça peut cacher ? De réduire l'ambition française dans les réductions de gaz à effet de serre. En tout cas, ce que je regrette une fois encore, c'est le manque de transparence, le manque de concertation dans des décisions qui sont aussi importante compte tenu de l'engagement du président de la République lors de sa campagne. Alors la neutralité carbone, c'est un objectif assez noble en soi, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour y arriver aujourd'hui ? Bien, en fait, c'est simple. Il faut qu'on s'en donne les moyens par des incitations fiscales plus que par une fiscalité environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'une fiscalité environnementale qui va représenter 4 milliards d'augmentation pour 2019 et ne donne que 1 milliard d'augmentation du budget du ministère de l'écologie. Donc, où sont les 3 milliards qui manquent ? Et de ces 3 milliards, il faut faire des incitations fiscales, comme par exemple une mesure majeure qui a été supprimée par l'actuel gouvernement, qui est celle d'inciter les Français à isoler leur maison, isoler leur appartement, changer les huisseries qui souvent sont des passoires thermiques pour en faire des bâtiments extrêmement bien isolés. Et pourquoi on ne le fait pas alors ? Mais je ne comprends pas. J'ai évidemment voté contre le budget parce que je considère que c'est une fiscalité punitive. C'est une fiscalité qui ne va pas dans le sens d'inciter les citoyens à changer de voiture, à s'isoler, à isoler leurs locaux. Une fois de plus, une incompréhension de la part des Français que je comprends. C'est pour ça quand il disait tout à l'heure, je sais plus, Camille, que j'étais pour les gilets jaunes.
Je comprends, je ne suis pas pour les gilets jaunes, je comprends leur combat. Parce que, vous voyez, nous avons 1400 entreprises qui sont les plus polluantes en France, qui n'ont pas ou que très peu de fiscalité environnementale. Et viser les entreprises, c'est aussi une solution. Mais bien sûr, il faut qu'on arrête de faire porter aux citoyens lambda que nous sommes la fiscalité environnementale quand en même temps les grandes entreprises, 1400 sites industriels les plus pollueurs de France n'ont pas ou peu de fiscalité. Non mais on n'est pas bien. Donc si on se donnait les moyens d'inciter les Français, alors on pourrait avoir des ambitions environnementales majeures. C'est vrai qu'aujourd'hui, la façon dont c'est fait et la conjoncture dans laquelle on est laisse à penser que c'est flou. Et quand c'est flou, il y a un loup, disait Madame Aubry. Concernant la neutralité carbone, concernant la neutralité carbone, il y a des ONG qui parlent aussi pour y arriver, d'une plantation massive d'arbres, ce qui n'est pas prévu par le gouvernement. Et pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas vers ces solutions ? Vous savez, je pense que la meilleure incitation écologique sur cette thématique-là, c'est non pas d'essayer de trouver la meilleure façon d'absorber les gaz à effet de serre, mais déjà d'en émettre le moins possible. Donc il faut qu'on s'en donne les moyens. Pour s'en donner les moyens, il faut que le budget de l'État, dans la fiscalité environnementale, participe par une incitation à faire en sorte que les citoyens français, à travers les façons dont ils roulent dans leur voiture, leur consommation énergétique, dans leur maison, etc., eh bien, soient réduits. Donc, avant d'essayer de trouver la meilleure façon d'absorber, voyons d'abord la meilleure façon de réduire les émissions. Merci beaucoup, Sophie Oconi. Merci, Lucas Pierre. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, 20h35, on reste dans l'actualité puisque pour la 13e fois consécutive, les Gilets jaunes ont manifesté à travers la France samedi dernier pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat. On en parlait il y a quelques instants, Sophie Oconi. Ils étaient 51 000 sur tout le territoire selon le ministère de l'Intérieur. Malgré une mobilisation en baisse dans plusieurs villes, ces mobilisations ont été très agitées et on fait le point là-dessus avec vous. Hugo Franceschi, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir Sophie Oconi. Bonsoir, selon vous, les Gilets jaunes, est-ce qu'ils ont raison de continuer à se mobiliser aujourd'hui? Alors si vous voulez, moi ce que j'ai toujours dit, c'est que je comprenais tout à fait ce mouvement que d'ailleurs, si vous allez sur mon site internet le 5 novembre 2018, j'ai prévenu François de Rugy lors des débats sur le PLF, sur le projet de loi de finances, j'ai prévenu François de Rugy que ça grondait sur les territoires, qu'il y avait une grogne sur les territoires. Et que cette colère aujourd'hui ne s'éteigne pas, vous le comprenez? Alors, voilà, après 14 jours de mobilisation tout de même. J'ai compris les messages que nous ont envoyés les Gilets jaunes. Je ne cautionne absolument pas les violences qui sont aujourd'hui le quotidien des citoyens sur les manifestations. Pour vous, ce sont les violences qui prennent le plus de place dans ce mouvement aujourd'hui? Oui, et les Gilets jaunes, en continuant d'aller dans le sens des manifestations, cautionnent ces violences. Vous savez qu'aujourd'hui, on avait 10-20 000 manifestants samedi acte 13, 51 000 sur toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. D'accord. 51 000 en France, pardon. Et ce sont en général des individus plutôt radicalisés, d'extrême gauche ou d'extrême droite. On en a vu l'illustration à Lyon où ils se sont tapés dessus mutuellement. Ou alors ce sont des casseurs qui, eux, n'ont comme objectif que de piller, saccager, détruire, incendier. Donc pour vous, aujourd'hui, ça n'a plus de finalité d'aller le samedi après-midi avec les Gilets jaunes dans la rue? Il faut trouver un autre moyen d'expression que celui-ci, parce que vous savez, finalement, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est détruit, les chaussées en dépavant, mais aussi d'abîmer le mobilier urbain, mais aussi de casser un certain nombre d'équipements dans nos villes, c'est nous. Ce sont les Gilets jaunes qui finiront par le payer. Donc, si vous voulez, dans le principe, c'est pas très rationnel par rapport au combat des Gilets jaunes. Vous dites vous-même que le 5 novembre 2018, vous avez alerté François de Rugy sur cette colère qui grondait, qui montait. Ah, oui. Et finalement, on a l'impression aujourd'hui que ça n'avait pas été entendu avant l'arrivée du mouvement des Gilets jaunes. Ah, oui. Alors aujourd'hui, si quand ils grondent, on ne les entend pas, et quand ils manifestent, ça termine dans des extrémités comme celle-là, que doivent-ils faire pour être entendus, pour être compris? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est sur une radicalisation de ce mouvement parce que malgré tout, et je ne suis pas dans la majorité, mais je mesure qu'il y a eu des gestes de fait. Je regrette que ça ait été fait aussi tard et qu'il y ait eu autant de mépris lorsque l'affaire a démarré le 17 novembre de la part du gouvernement et notamment du ministre de l'Intérieur. Mais ceci dit, je considère aujourd'hui qu'ils ont obtenu un certain nombre de mesures. Pour vous, les mesures d'Emmanuel Macron étaient suffisantes sur la taxe d'habitation, sur le
le gel, enfin d'ailleurs même l'annulation des hausses du carburant. Voilà, il y a les 10 milliards qui ont été effectivement redonnés à travers des mesures sur les retraités. Donc, pour vous, le gouvernement a fait un effort suffisant à l'égard des Je gilets dis pas jaunes. suffisant, mais je dis qu'il a fait un effort qui représente pour moi toutes les conditions d'une ouverture de discussion. Et donc aujourd'hui, plutôt qu'être autour des ronds-points, je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on discute tous ensemble. Le grand débat en est l'illustration. Je pense que c'est quelque chose pour lequel il y a une vraie adhésion des Français. Les carriers de doléances également. Et en revanche, moi, je considère qu'il faut que le gouvernement mesure de l'importance d'écouter les Français dans le cadre du grand débat, mais de les entendre. Et donc pour vous, si ces violences justement viennent à chaque fois perturber le mouvement des Gilets jaunes, pour vous par exemple la loi anti-casseurs qui a été votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, vous y étiez favorable, vous? Ah non, moi Vous avez voté contre? Je me suis abstenue parce que je considère... Pourquoi je me suis abstenue? L'abstention, c'est toujours considéré comme un ventre mou. Mais pourquoi? Parce que cette loi, elle vous dérange? Oui, elle me dérange. Pourquoi? Je me suis abstenue parce que je pars du principe que le droit à la manifestation est un droit fondamental, d'accord? En revanche, manifester en sécurité, c'est aussi un droit auquel les Français peuvent réclamer les Français. Et on a vu les Gilets jaunes qui d'ailleurs s'organisaient en service d'ordre. Alors c'était pas là pour l'acte 13, mais pour l'acte 11 et 12. Et donc je considère qu'effectivement, il faut que nous mettions tout en œuvre pour que les casseurs ne puissent pas accéder aux manifestations et soient sanctionnés si on les y attrape. Ceci étant dit, je pense qu'il faut que nous fassions attention de donner tous les pouvoirs au préfet. Donner les pouvoirs au préfet. C'est l'un des articles de la loi qui autorise le préfet à interdire un manifestant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne à l'État, parce que le préfet est le représentant du chef de gouvernement et du chef d'État. Ça veut dire qu'on donne au préfet le pouvoir de m'interdire à moi de manifester. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement modéré. Ça veut dire que j'imagine que jamais l'opposition sera interdite de manifestation. Mais imaginez que demain, et rien n'est impossible dans la conjoncture que nous traversons aujourd'hui, internationale, européenne, française, imaginons que nous ayons un pouvoir autoritaire à l'exécutif, et à ce moment-là, ils interdisent toute l'opposition de manifester. C'est ce qui se passe en Turquie, en Russie, et c'est pour ça que je me suis abstenue, et je voterai contre en deuxième lecture si le texte n'a pas trouvé un petit peu plus de souplesse. Oui, c'est ça. On va devoir enchaîner. Merci Sophie Oconi, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. L'actualité toujours déjà sous le coup de 2 instructions judiciaires demandées par la commission d'enquête du Sénat. Alexandre Benalla pourrait bien éclabousser ses anciens collaborateurs, tandis que Mediapart diffuse de nouvelles révélations sur l'affaire impliquant l'ancien adjoint au cabinet d'Emmanuel Macron. 2 employés du gouvernement ont démissionné depuis ce week-end et on voit ça avec vous, Hugo Franceschi. Justement, une démission à l'Élysée, une nouvelle démission à Matignon. Est-ce que ça signifie que l'État a une réelle responsabilité dans cette affaire, selon vous, Sophie Oconi? Oui, je pense que l'État a une réelle responsabilité dans cette affaire à travers la façon dont le président de la République lui-même a soutenu Monsieur Benalla au début de l'affaire. Pour vous, il a été complice d'Alexandre Benalla? Alors, il n'a pas été complice parce que, si vous voulez, aucun employeur n'est responsable des méfaits de ses salariés. Si demain mon collaborateur va voler dans une bijouterie, je ne suis pas responsable. Mais je deviendrai responsable dès lors que je le soutiendrai. Or là, et depuis toujours, il est soutenu, y compris quand monsieur Emmanuel Macron appelle le président du Sénat, monsieur Larcher, qui est quand même le 2e personnage de l'État. Il l'appelle personnellement pour lui demander de bien vouloir mettre un terme à la commission d'enquête et aux enquêtes, et aux interrogatoires de monsieur Benalla. Pour vous, il y a une sorte de protection qui est faite, oui, mais uniquement de la part d'Emmanuel Macron ou de la part de l'ensemble de l'appareil de l'État, c'est-à-dire de l'Élysée? C'est-à-dire que je pense que ce sont ses proches qui ont répondu à ces injonctions de défendre et de soutenir Alexandre Benalla. Mais par exemple, à l'Élysée, il y a eu donc Ismaël Émilien qui était donc conseiller spécial d'Emmanuel Macron et qui a démissionné, c'était hier, pour le coup, parce que donc d'après les éléments de l'enquête, il aurait lui-même reçu de la part d'Alexandre Benalla les vidéos de surveillance qui le filmaient donc en train potentiellement de taper des manifestants lors des manifestations du 1er mai. Pour vous, là, c'est une demande d'Emmanuel Macron ?
Ah, mais je suis convaincue que ça a répondu à des injonctions du système macronien dans ce qui est là de plus proche. Et même à Matignon, du côté d'Édouard Philippe, où notamment la commissaire chargée de sa sécurité, Marie-Élodie Poitou, a démissionné. Elle, c'était vendredi. Il y a une complicité autour de l'exécutif national qui n'est effectivement pas acceptable. Moi, je salue que le Premier ministre ait demandé à la commissaire qui était sa directrice de la sécurité de démissionner ou de quitter. Elle n'a pas démissionné. Elle a été démise de ses fonctions et mutée. Et pourtant, ce n'était pas elle qui était directement mise en cause, c'était son mari, Chokri Ouakrim, qui lui, pour le coup, aurait fait ce lien entre Alexandre Benalla et cet oligarque russe avec qui il aurait signé un contrat. Vous savez, je pense qu'Édouard Philippe a fait exactement ce qu'aurait dû faire monsieur Emmanuel Macron le 1er mai. Voilà. C'est-à-dire que Emmanuel Philippe, cet après-midi, lors des QAG, des questions au gouvernement, nous a clairement expliqué que elle était en dehors de toute cette histoire-là, mais que dans le principe de précaution et pour se protéger elle-même, pour protéger l'exécutif, elle a choisi de se démettre de ses fonctions. C'est tout à son honneur. On parle quand même de protéger qu'Emmanuel Macron fasse la même chose. J'aurais aimé que Emmanuel Macron fasse la même chose le 1er mai. Or, il a mis en œuvre une machine. Il a étouffé l'affaire, selon vous, Emmanuel Macron? En tout cas, il a essayé de le faire. Enfin, je veux dire, a essayé de trouver en dehors de toute légalité des vidéos pour les remettre à monsieur Benalla. Visiblement, il semblerait que le téléphone d'Ismaël Émélien est matché à côté du café où se trouvait Benalla ce soir-là. Enfin, voilà, il y a une histoire opaque, complexe. Une affaire d'État ou pas? Je dirais pas une affaire d'État. Pourquoi ? Parce que si à chaque fois qu'on entend parler d'Alexandre Benalla, ça touche toujours à des parties de l'État, à l'Élysée, à des membres du gouvernement, pourquoi ce serait pas une affaire d'État ? Ça n'est pas une affaire d'État dans le sens où, si vous voulez, ce garçon, il s'est donné des pouvoirs, il a pris la grosse tête. Il s'est donné ou on lui a donné ses pouvoirs ? L'important, c'est même pas le garçon, c'est les conséquences qu'il y a autour de tout ça. Ouais, non, mais si vous voulez, je pense que Emmanuel Macron, quand il a commencé à le protéger, il n'avait pas mesuré l'ampleur des dégâts. Objectivement, moi j'ai eu à fréquenter à 2 ou 3 reprises monsieur Benalla et j'ai mesuré la brutalité avec laquelle il exerçait son pouvoir, parce qu'il était doué on lui avait donné un pouvoir qui lui donnait une espèce de comportement un peu discutable. Et je pense que objectivement, je pense qu'Emmanuel Macron a été abusé. Ça remet en cause la légitimité du président ? Non, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, mais il a été abusé. Maintenant, il faut qu'il donne les moyens d'une transparence, c'est-à-dire que la commission d'enquête. Vous savez, du temps de monsieur Cahuzac, il y a eu une commission d'enquête qui a été présidée par un député de l'opposition. C'était Charles Amédée de Courson. Là, dans le cas de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, la présidente était une En Marche. Vous voyez, il y a des tas de choses qui vont pas. Il faut que monsieur Macron respecte enfin le Parlement. Et qu'il n'y ait plus de parjure dans les commissions d'enquête. Je vais devoir vous arrêter là, Sophie Oconi. Merci Sophie Oconi, merci Hugo Franceschi. Fréquence ESJ. Dans quelques instants, nous reviendrons avec Yanis Darras sur les élections européennes dont le premier tour aura lieu le 26 mai prochain. Mais avant ça, près d'un mois après son lancement, le grand débat national ne semble pas avoir convaincu une grande partie de l'opposition. Et on voit ça avec vous, Sophie Oconi, mais bien sûr avec vous aussi, Yanis Darras. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir Sophie Oconi. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce grand débat pour l'instant ? Écoutez, moi je suis satisfaite de son organisation. Voilà, je considère qu'il était temps de mettre autour de la table tous les Français qui souhaitaient y participer. C'est le moment de mettre un certain nombre de sujets sur la table. Quand c'est organisé par d'autres membres que la majorité, c'est un petit peu plus libre d'expression. C'est vrai que pourquoi pour l'instant il y a trop de censure encore au sein de ces grands débats. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site Le Grand Débat National, mais vous ne pouvez pas répondre. Votre expression numérique à travers le Grand Débat National est très contraint. Vous ne pouvez pas répondre ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas parler de n'importe quel sujet. Donc tout ça est quand même très contraint. Moi, c'est juste, on doit aller juste dans le sens du gouvernement. On ne peut qu'aller que dans le sens du gouvernement. En tout cas, le gouvernement ne souhaite pas que nous abordions certains sujets. Et c'est très regrettable. Je pense qu'il faut que nous puissions laisser la libre parole et ensuite en tirer les conséquences. Moi, je pense que le grand débat est une bonne chose et qu'il est organisé de façon relativement juste d'un point de vue territorial. Ceci étant dit, je pense que l'important, c'est ce qu'on en fera. Et c'est là que je suis plus inquiète. Je suis plus inquiète parce que... Vous avez peur de quoi ?
j'ai peur qu'on ait écouté les Français mais qu'on ne les entende pas. Et je ne suis pas certaine que le président de la République mette en œuvre un certain nombre de mesures qui mettront un terme à ce mouvement dont on n'a jamais eu cette grogne sociale finalement. Ah oui, et qu'on n'a jamais vécu préalablement, dans notre histoire depuis 1958. Donc, je pense qu'il est important que le président de la République mesure cette situation. Et là-dessus, je dois dire que je suis un peu circonspect. Cette peur, elle est justement partagée par certains de nos concitoyens qui parlent d'enfumage. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux finalement? Est-ce que ce n'est pas que de l'enfumage, ce grand débat? Moi, je comprends qu'ils aient des doutes. Moi-même, j'en ai des doutes. Et je suis pas certaine, vous voyez, quand on voit que le gouvernement est encore en train de parler de nouvelles taxes fiscales sur les donations, sur les successions. Quand je vois qu'un certain nombre de mesures actuellement sont prises, alors même qui me semblent très aléatoires et puis qui semblent pas forcément très importantes compte tenu de la conjoncture, je suis inquiète. Je suis pas certaine que le président de la République, qui ne sait pas ce que c'est qu'être agriculteur à Yzeure-sur-Creuse en Indre-et-Loire, et d'élever des vaches et d'avoir une vie difficile et de ne pas vivre dignement de sa production, quand lui-même avait assuré que Egalim lui permettrait de vivre dignement de sa production. Tout ça, c'est des choses qu'il ne mesure pas et je suis pas certaine qu'il soit prêt. Enfin, il les comprend en tout cas. Lors de ces grands débats, il entend les demandes. Il écoute, oui, et ça a été souligné par un bon nombre de maires d'ailleurs. Mais finalement, c'est que de la communication pour vous? En tout cas, il écoute, il a cette capacité c'est un showman, hein, il a cette capacité à se mettre au centre de l'aréna ou de l'agora et à défendre ses positions et sa politique. Il le fait avec beaucoup de talent, il est brillant. Maintenant, est-ce que ça va se transformer en action concrète? Qu'attendent les Français? Je comprends qu'il soit circonspect et moi-même, je me pose des questions. Merci Sophie Oconi. Et merci Yanis Darras. Fréquence ESJ. Yanis Darras, vous restez avec nous puisqu'à quelques mois des élections européennes, les partis pro-européens sont à la traîne dans les sondages et on voit ça avec vous Yanis. Est-ce que vous les appréhendez, ces élections européennes ? Pas du tout, moi je les appréhende pas du tout parce que à travers la candidature de Jean-Christophe Lagarde en tête de liste d'une liste pro-européenne mais pas BA. Pas Europe BA, voilà. On est conscient que l'Europe telle qu'on la propose aujourd'hui, c'est pas l'Europe dont on a besoin. Et nous portons une Europe moins libérale, parce qu'on a mesuré que le libéralisme à la Macron, ça fait plutôt perdre que gagner. Moi, je veux une Europe sociale, harmonisation fiscale et sociale, par exemple. Je veux une Europe qui soit une Europe protectrice. Un exemple, aujourd'hui, on contraint nos agriculteurs, notre agroalimentaire, à des normes environnementales, fiscales, sociales, qui leur fait perdre de la compétitivité dans le monde. Et en même temps, on importe des produits d'Argentine, de Russie, du Brésil et d'ailleurs, qui eux ne sont pas liés aux mêmes contraintes environnementales. Comment on met ça en place à 27 ? Aujourd'hui, nous sommes encore 27 dans l'Union européenne. Il faut que chaque pays ait la capacité... Alors qu'on le fasse d'un point de vue européen, évidemment, mais qu'après, chaque pays ait la capacité de protéger son marché aussi. Comment on fait ? On fait un cahier des charges. C'est-à-dire que quand le blé arrive de Russie ou quand la viande arrive du Brésil, il faut qu'un cahier des charges pour les produits importés corresponde exactement aux contraintes de nos agriculteurs. Il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied. De la même façon, l'histoire Alstom-Siemens, on est en train... Ouais, non mais je rêve. Comment on peut faire la place au TGV chinois comme ça ? C'est pas possible de faire mieux. L'Europe se tire des balles dans le pied ? Ah, complètement. Aujourd'hui, on a une Europe qui marche pas. Moi, je vais vous dire, on est en train de regarder l'heure d'hiver ou l'heure d'été. On est en train de regarder la taille des oignons, des tulipes. On est en train de regarder un certain nombre de choses, la taille des rétroviseurs sur les tracteurs, quand l'Europe, elle a besoin de politique régalienne. Et c'est ce que dit Jean-Christophe Lagarde dans son programme. Une Europe... C'est pas un peu dangereux pour les États, justement, une politique régalienne de la part on a besoin de plus
d'Europe. Regardez l'immigration, on voit bien que ça fonctionne pas État par État. Donc il faut qu'on ait une politique européenne de l'immigration. Il faut qu'on ait une politique européenne de la défense, une politique européenne de la transition énergétique. Il faut qu'on roule tous ensemble sur des vrais programmes et qu'ils soient des programmes majeurs. Mais chaque État a ses propres visions, après, notamment en immigration, en termes de transition écologique. Il faut que ça devienne Comment européen. on met tout le monde d'accord ? C'est très simple. Le 21e siècle, c'est le siècle des États-continents. Vous avez l'ALENA, qui est donc l'Amérique du Nord avec le Canada. Vous avez le Mercosur, l'Amérique du Sud. Vous avez l'Afrique, l'Asie, avec les deux pôles, Inde, Chine. Et vous avez la Russie, etc. La France toute seule, l'Italie toute seule, l'Allemagne toute seule, l'Angleterre toute seule. Nous ne sommes pas à la bonne échelle. Donc on n'a pas le choix pour être à un bon niveau. Vous savez, 508 millions c'est un marché de 508 millions de citoyens. On est un des plus gros marchés mondiaux. Donc on doit préserver ça, mais on doit le protéger. Et pour ça, il faut qu'on ait un patron à bord de l'Europe. Est-ce que vous savez aujourd'hui, alors j'espère que oui, en tant que futur journaliste, quel est le président de l'Union européenne aujourd'hui ? Je vous retourne la question justement, Sophie Oconi. Très bien. C'est Donald Tusk, le patron de l'Europe. Vous le connaissez ? Oui. Voilà, c'est l'ancien Premier ministre polonais. Mais justement, ce président n'est absolument pas connu. Mais bien sûr, mais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas élu par les citoyens européens. Il est choisi. Il a été choisi par Madame Merkel et Monsieur Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont intérêt de faire en élisant un président de l'Union européenne ? Ils ont intérêt de choisir le moins charismatique possible et le moins autoritaire possible. Parce qu'ils veulent garder la main, bien sûr. Il faut donc repenser avant tout les élections européennes. Bien sûr. Plus élire des députés, mais un président de l'Union. Bien sûr. Moi, je pense qu'il faudra arriver à l'élection du président du Conseil européen, qu'un homme ou une femme incarne cette Union européenne. Aujourd'hui, on nomme celui qui est le moins médiatique possible parce que chaque État membre veut garder l'autorité. Si vous avez un patron dans le bateau qui dit maintenant pour les marchés pour les marchés bipartis, pour les accords bipartites de marché, si vous n'avez pas un patron qui tape sur la table, on n'avance jamais. Mais sur l'harmonisation fiscale et sociale, c'est pareil. Sur la politique de l'immigration, si vous n'avez pas un patron qui impose aux États membres d'avancer tous ensemble et de faire plus d'Europe, on n'y arrivera jamais. Et c'est ce que porte Jean-Christophe à travers ce scrutin des Européennes. Moi, j'en suis très fière et je fais campagne en ce sens parce que je pense que le sujet, c'est pas moins d'Europe, c'est mieux d'Europe. Et le premier tour aura donc lieu le 26 mai prochain. Merci Yanis Darras. Et nous, l'Europe, on la garde. Fréquence ESJ. Très joli. On termine cette émission avec l'agenda politique de la semaine dressé par Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Et on commence avec demain matin puisqu'Agnès Buzyn présentera son projet de loi santé. Bastien. Bonsoir Sophie Oconi. Lors Bastien du Conseil Cochet. des ministres, la ministre des Solidarités et de la Santé dévoilera en détail cette vaste réforme qui vise à redynamiser les déserts médicaux. Au programme, la suppression du numerus clausus au concours d'entrée en études de médecine. Enfin. Une gestion en fonction des besoins de chaque territoire sera mise en place. Également sur les tablettes, la révision de la carte hospitalière et la création d'hôpitaux de proximité. Une meilleure centralisation informatique des données médicales est également prévue. Cette réforme que la ministre veut voir adoptée très rapidement par une lecture seule à l'Assemblée nationale puis au Sénat s'inclut dans le grand plan Ma Santé 2022. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette réforme, Sophie Oconi ? Vous savez, pour le moment, c'est des grandes idées qui sont proposées dans le cadre de ce plan santé. Moi, je veux lire le projet, je veux regarder les choses dans le fond et je serai très vigilante. Moi, je suis députée d'une partie très rurale, le Lochois, et j'ai un petit centre hospitalier de proximité et qui vit mal parce que les dotations de l'ARS à ce centre hospitalier ne sont pas satisfaisantes, parce que les collaborateurs, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et tous ceux qui sont dans l'hôpital manquent de ressources financières, mais aussi de ressources humaines. La suppression des contrats aidés a supprimé des postes majeurs qui maintenant incombent à du personnel sans qu'il ait été augmenté. Bref, c'est des conditions de travail qui sont difficiles et dans le plan de santé, je n'entends pas l'amélioration des conditions de travail. Donc il y a des choses qui m'intéressent dans ce qui a été proposé par la ministre. Vous parlez de grandes idées. Vous avez peur que le gouvernement n'ait pas les moyens de mettre en place tout ce qu'il propose ? Déjà il y a ça, mais je pense que avant d'avoir un plan et une réforme totale, vous savez, pour Egalim,
pour le grand plan mobilité, pour le grand plan de l'eau. On nous promet pour le grand plan des violences sexuelles et sexistes qui devait être. Madame Schiappa avait fait un grand show de communication avec Florence Foresti, etc. Ça devait être l'un des piliers de la grande cause du quinquennat. Et on a eu 5, c'est une réformette pénale de rien du tout. Donc moi, je me méfie toujours de leur communication qui est toujours très séduisante pour finalement accoucher d'une souris qui en général n'arrange rien sur les territoires. D'où les gilets jaunes d'ailleurs. Et alors Bastien, demain également, Christophe Detthinger passera devant les juges. L'ancien boxeur avait frappé 2 gendarmes le 5 janvier dernier lors du 8e samedi de mobilisation des gilets jaunes. Il sera présenté devant les juges du tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors de sa comparution immédiate, il avait déclaré regretter ses actes et avoué avoir perdu le contrôle. Celui qu'on surnomme le gitan de Massy risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Est-ce que vous espérez en tout cas que la justice sera exemplaire pour Christophe Detthinger, ou est-ce que vous pensez que la clémence serait préférable? Moi, je pense pas qu'on puisse être dans la clémence, parce que moi j'ai vu les images, c'est pas acceptable, et c'est d'autant plus non acceptable que c'est un sportif d'élite. C'était un sportif d'élite. Donc quand on fait du sport à haut niveau, on s'engage aussi à une certaine tenue dans la rue, quelle que soit son activité. Et donc je pense que la clémence n'est pas acceptable. En revanche, je ne souhaite pas que non plus on remette de l'huile sur le feu en cherchant une exemplarité à tout crin, alors même que des enquêtes sont en cours sur des comportements de membres des forces de l'ordre. Donc doucement, mais pas de clémence. Merci Bastien Cochet, merci Sophie Oconi. Fréquence ESJ. Fréquence ESJ, il est 20h59, c'est déjà la fin de 20h l'invité. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à vous, Sophie Oconi, d'avoir été avec nous. Sophie Oconi, je rappelle que vous êtes députée UDI de la 3e circonscription de l'Indre-et-Loire. Vous pourrez retrouver, vous qui nous écoutez, si vous nous avez rejoint en cours de route par exemple, ou que vous souhaitez simplement avoir un petit résumé de l'émission, vous pourrez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ et le résumé papier, si je puis dire, sur le site internet fréquenceesj.com d'ici quelques jours. Merci à vous encore une fois d'avoir été avec nous, Sophie Oconi. Le prochain rendez-vous de Fréquence ESJ, c'est dès demain 7h, l'actuel avec Dimitri Hainaut, et Storytelling à partir de 20h avec Lucas Pierre et toute son équipe. Lucas Pierre qui recevra Amel Chabi, que vous pourrez retrouver actuellement au cinéma dans le film All Inclusive aux côtés de Franck Dubosc et François-Xavier Demaison. 20h59 sur Fréquence ESJ. Il est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de votre accueil. Merci à vous, Sophie Oconi, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne soirée. Fréquence ESJ.